commencer avec une requête, que peut-être qu'il y a d'autres participants, participantes ce soir qui partagent quelque chose, puisque c'est censé être un Fambagan pour Yuda Alef Nissan, partager quelque chose aussi, quelque chose qui vous a touché chez le Rabbi, par le Rabbi. Comment est-ce que vous avez été touché par le Rabbi? Et être touché par le Rabbi, c'est pas nécessairement, je ne sais pas qui est là, je ne sais pas si c'est nécessairement être touché directement, personnellement, avoir une rencontre personnelle avec le Rabbi. Pas tout le monde a eu la chance d'avoir une rencontre personnelle avec le Rabbi. Mais tous les gens qui sont ici ce soir sur ce Zoom et tout, ont un lien avec Chabad, donc avec le Rabbi. D'ailleurs, à une occasion, justement, quand le Rabbi a eu 70 ans, et c'était un anniversaire, un Yud Alef Nissan extraordinaire, pour plusieurs aspects. Le Fambagan lui-même est un Fambagan extraordinaire, rempli d'amour des Chassidim pour le Rabbi, et le Rabbi aussi. C'est un Fambagan, le Rabbi a complètement transformé Lubavitch, et avec la création des 71 institutions nouvelles que le Rabbi a demandé. Et le Rabbi a commencé ce Fambagan en disant que, je pense qu'on reviendra un petit peu après ce Fambagan, mais que pourquoi faire un Fambagan pour un anniversaire de quelqu'un particulier, d'une personne particulière, d'un individu? Et pourquoi déranger tout le monde avant Pessah pour un individu? Et ce que le Rabbi a répondu, il a raconté une histoire. Il a raconté une histoire, et je vais raconter l'histoire, et il s'est servi de cette histoire pour répondre à cette question. L'histoire était d'un Rav dans une petite communauté qui était tout menu, tout petit. Physiquement parlant, c'était quelqu'un de très petit. Et dans cette communauté, il y avait quelqu'un qui était une personne un peu forte, dure, avec un caractère un peu dur, et qui avait décidé de faire des choses qu'il ne fallait pas faire, qui voulait entre autres ouvrir son business le Shabbat. Mais c'était quelqu'un qui ne se laissait pas se faire, c'est quelqu'un qui avait des contacts, quelqu'un qui était riche, quelqu'un qui avait la chutzpah, et qui n'écoutait pas le Rav. Et quand il a décidé d'ouvrir son business le Shabbat, le Rav a envoyé un message, sache que tu dois fermer ton business. Et il s'est moqué de la personne qui a envoyé le Bedin, il a dit, ouais, vous, c'est n'importe quoi, je ne m'inquiète pas de vous, vous n'allez pas me dire quoi faire, etc. Et comme ça, le Rav a envoyé 2, 3 shluchim à chaque fois des messages du Bedin, de dire attention à cette personne qui fait. Finalement, il a vu que ça ne sert à rien, et le Rav lui-même est parti. Comme je dis tout à l'heure, le Rav était tout petit, quelqu'un de vraiment toute petite personne, alors que l'autre, c'était un homme grand, fort, et encore une fois, avec un caractère pas facile. Et le Rav a commencé à lui dire exactement quoi faire, et le menacer s'il n'allait pas faire un Shabbat, etc. Et ce monsieur, je ne comprends pas, comment est-ce que vous êtes 3 fois rien, un tout petit donneur ridicule de n'importe quoi, qu'est-ce que vous venez, moi je vous écrase avec le doigt, je vous écrase. Qu'est-ce que vous voulez me dire quoi faire? Le Rav a répondu, c'est vrai que moi je suis tout petit, mais la chaise sur laquelle je suis assis est une grande chaise. Je suis le Rav de la communauté. Alors, il ne s'agit pas de moi. Je représente la communauté, je suis le Rav de la communauté. Et donc, c'est la chaise, c'est la position en fait. Ça vient du mot de la chaise, c'est ma position me fait important. En Yiddish, le Rabbi avait dit, quand il raconte l'histoire, des bancs on les accueille. La chaise, c'est ma position en fait, c'est ça. Fait que je suis une grande personne. Le Rabbi dit, c'est la même chose. Quand il dit, sans dire ce que le Rabbi a dit sur lui-même, mais le Rabbi a dit, ce n'est pas une question d'un individu. Le bank c'est la chaise, c'est-à-dire je suis le PDG, si on peut dire, de Chabad, donc je représente Chabad. En tant que représentant de Chabad, c'est quelque chose qui est important, qui est donc à tout le monde entier. Et c'est ce que le Rabbi disait d'ailleurs à d'autres shluchim. Il y avait un shaliach en Californie qui s'appelle le Rav Shmuel David Raichik. Son nom de famille c'est Raichik, Shmuel David son prénom, qui était aussi quelqu'un de tout petit d'ailleurs, très maigre, très petit, et très humble. Une personne d'une humilité extraordinaire. Et le Rabbi a dit que quand il est en Californie, là où il est dans la communauté, qu'il s'assied au Mizrach. Mizrach, c'est le mur de l'Est, du côté du Mizrach. Et en général, dans une choule, c'est là où il y a tous les grandes personnalités qui sont assises. De rentrer dans la synagogue, il y a le rabbin d'un côté, le président de l'autre. Tous les gens importants sont assis sur le Mizrach. Et le Rabbi a dit, toi, je veux que tu t'assoies là-bas. Et qui était complètement hors de la nature, au-delà de la nature de cette personne-là. C'était quelqu'un de tellement humble que jamais il l'aurait fait. Le Rabbi l'a dit, tu représentes le Lubavitch, tu représentes Chabad en Californie. Tu dois te remettre dans une position proéminente. Ce n'est pas un moment d'être humble.
Rabbi a dit la même chose. Sans, il n'a pas mentionné cette histoire, ce que je mentionne avec le Rav, mais c'était une chose que le Rabbi demandait aux autres et demandait de lui-même. Même si le Rabbi était quelqu'un d'extrêmement humble, quelqu'un qui ne demandait que être mis de côté et qu'on le laisse tranquille. On peut dire qu'on puisse étudier, jamais demander de kavod ou quoi que ce soit. Mais là, il s'agit du kavod de Lubavitch. Et donc, c'est une date importante. Ça, c'est dans les mots du Rabbi par rapport au Lubavitch. Donc, c'est bon, le Rabbi représente Rabat. Et encore une fois, je répète ça parce que je voudrais que s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire, alors vous faites un petit signe ou envoyez un message dans le chat, qu'il n'y a pas tout le monde à la fois qui parle, mais partagez comment est-ce que vous avez touché par le Rabbi. Être touché par le Rabbi, ça veut dire être touché par Chabad. C'est pour ça que j'ai raconté ça. Et je suis sûr, chacun d'entre nous, que ce soit les gens qui sont nés dans Chabad, de famille Chabad, mais on est tous adultes, c'est toujours quelque chose qui nous a touchés dans les enseignements. On n'est pas juste là parce que c'est nos parents qui nous ont dit. Je pense qu'on a décidé à arriver à un certain âge, que ce soit la bar mitzvah, la bat mitzvah, que ce soit 18 ans, 20 ans, 30 ans, on prend des décisions. On ne fait pas toujours tout ce que nos parents nous ont dit. Donc, même s'il y a des gens qui sont ici avec nous, qui écoutent, et ils sont nés dans une famille Chabad, ils ont été éduqués comme ça, mais il y a quelque chose qui les a touchés personnellement, qui les touche personnellement, qui fait qu'ils ont décidé de continuer de rester. Et d'autres personnes qui ont découvert plus tard dans leur vie et qui ont décidé de joindre, de faire partie de Chabad. Et une bonne chose, si chaque personne, encore une fois, ça peut être lever la main, il y a un moyen, un bouton à pousser pour faire ça, je vous permets de parler, de partager quelque chose qui vous a touché chez le Rabbi, l'enseignement du Rabbi qui vous a touché, quelque chose qui vous parle, quelque chose qui vous motive. Je pense que c'est un fameux ce serait bien que chaque personne puisse participer et dire quelque chose. Et je vais parler un peu entre-temps, mais s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, encore une fois, faites un signe avec soit dans la conversation, soit avec ça, et on ouvrira le micro pour pouvoir partager, parce que je pense que c'est important, c'est le partage aussi, pas juste que ça vient du haut vers le bas, si on peut dire. Je ne veux pas dire le bas dans le sens où qui que ce soit est plus haut, plus bas, dans le sens où il y a la personne qui a été engagée, à qui on a demandé de parler, et les autres qui participent, qui sont là à écouter. Ce n'est pas comme ça un Fabrigan. Un Fabrigan, c'est tout le monde participe. Chacun à sa manière de faire la chose, mais c'est quelque chose auquel on a quelque chose à dire, je pense, et quelque chose à partager. Donc, je fais cette demande, cette requête, et des fois, c'est bien de s'entendre parler. Plusieurs fois dans le Tanya, le Mozaken parle entre dans le Perek même Dalet, dans d'autres endroits, il dit qu'il faut s'entendre parler, dire des choses. La Emouna vient en parlant. Il y a un passage qui nous dit « Et emanti ki adabera » je crois parce que je parle. C'est-à-dire que quand on s'entend parler de certaines choses, ça renforce notre Emouna. Au contraire, il y a un autre passage qui nous dit l'opposé. Avda Emouna necheta mepiyem, qui, dans la traduction courante, c'est la même chose, mais là, la traduction chassidique, c'est deux choses différentes. Avda Emouna, ça veut dire la Emouna a été perdue, la foi a été perdue. Necheta mepiyem, elle a été coupée de leur bouche. Donc, c'est deux choses qui sont passées. Les gens ont arrêté de parler l'Emouna, les gens ont arrêté de croire. Mais la Chassid nous te dit, pourquoi est-ce qu'Avda Emouna, pourquoi est-ce qu'on a arrêté, on a perdu notre Emouna, Necheta mepiyem, parce qu'on a arrêté d'en parler. D'en parler, c'est important. Une conversation, c'est important. De parler, c'est important. D'écrire au Rabbi, d'écrire des choses, c'est important. Tout ça, c'est important. J'ai partagé une fois, dans un de ces Famagan, une histoire des Gott Kodesh que j'ai eu avec le Rabbi. Et je vais la partager maintenant encore une fois, parce que je parle d'écrire au Rabbi, de parler, d'écrire, c'est important. Alors, je vous dis la chose suivante, que en tant que chaliar, j'écrivais régulièrement au Rabbi avant Gimel Tammuz. Puis arrivé Gimel Tammuz, je me suis dit, le Rabbi maintenant est dans une autre dimension. Il est dans une dimension d'une neshama pure, sans avoir de corps, sans limite de corps. Et donc, il n'y a rien qui le retient, il sait tout. Je n'ai plus besoin d'écrire un rapport au Rabbi de ce qui est en train de se passer chez nous, parce que le Rabbi sait tout. Et j'ai arrêté d'écrire. Et puis quelques temps plus tard, je suis à Fabringen avec des amis, des amis à moi, et on parlait entre autres du fait d'écrire justement au Rabbi, et moi j'ai pris la décision de recommencer à écrire au Rabbi. Et quand j'ai pris cette décision de recommencer à écrire au Rabbi, à l'époque, les fax étaient très communs, maintenant c'est un peu moins, on sert plus de email et d'autres choses, mais dans ce que je faisais pendant de longues années, c'est que j'écrivais ma lettre, la lettre, je l'envoyais par fax
Orel, et la lettre même, le papier, je le mettais dans les grottes Kodesh. Donc, je fais ça, je mets ma lettre dans les grottes Kodesh, et j'ouvre une lettre fameuse du Rabbi, qui était, je crois, introduite dans la série de conférences sur les 30 lettres, 30 jours, 30 lettres, et il y a une lettre du Rabbi, où le Rabbi parle de l'importance d'écrire à un Rabbi. Combien c'est important d'écrire, de communiquer avec un Rabbi. Le Rabbi dit c'est tellement important qu'il y a des gens qui n'écrivent que quand il y a des problèmes. Alors qu'est-ce que Hachem fait? Il leur envoie des problèmes, parce que sinon ils écriveraient jamais au Rabbi. Donc Hachem leur envoie des problèmes pour les pousser à écrire, et comme ça ils écrivent au Rabbi. C'est tellement important que voilà ce qui se passe. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que si le Rabbi continue à écrire dans cette lettre, si les gens savaient l'importance d'écrire au Rabbi, et que à cause de ça, des fois, Hachem nous envoie des problèmes, on écrirait au Rabbi, on éviterait des problèmes. Écrire de manière régulière. Donc le Rabbi lui-même nous enseigne, parce que le Rabbi, c'était non seulement un Rabbi, mais c'était aussi quelqu'un qui nous a éduqués à comment se comporter en tant que chassidim. Parce que c'est un des seuls rabbis qui était rabbi, et qui était rabbi chassid, si on peut dire, avant d'être rabbi. Qu'est-ce que j'entends par là? Ce n'était pas l'enfant d'un rabbi, pas le fils d'un rabbi, il était d'abord le chassid du rabbi précédent, ensuite il est devenu le gendre. Et c'est devenu donc quelqu'un qui vient, je vais dire l'extérieur, mais ce n'est pas vraiment l'extérieur, parce qu'il est aussi de la famille, etc., mais pas la famille directe, la famille un peu lointaine. Donc il était d'abord un chassid, ensuite il a rejoint la famille. Donc c'est quelqu'un qui nous a enseigné aussi, le rabbi nous a enseigné aussi comment nous comporter en tant que chassid. Il nous a éduqués dans cette direction-là. Il y avait je parlais tout à l'heure du Famaïen de l'année quand le rabbi a eu 70 ans. C'était en 1962, chez le Khafpet. Il y avait un grand Famaïen, et quand le rabbi sortait, il y a tellement de monde et de pression, etc., que les gens ont commencé à tomber. Quand le rabbi partait, il y a des gens qui sont tombés des espèces d'échafaudage qu'avait ce samedi. Et il y a un bachot qui est tombé, juste devant le rabbi. Il était par terre, il a vu une main qui se baissait vers lui pour le ramasser, pour l'aider. Il a pris cette main, il s'est levé, il s'est rendu compte une fois qu'il était debout que c'était le rabbi, il a pris la main du rabbi. Et il s'est senti tellement mal. Et il était hors de lui d'avoir fait ça. Il ne savait plus quoi faire, il ne savait plus où se mettre, il était tellement honte et tellement gêné, il s'est enfermé dans sa chambre, il ne sortait plus. Ça fait pendant 3 jours, il n'est pas sorti de sa chambre. À un moment, il y avait avant Pessah, donc c'était Yudalef Nissan, Yudbet, Yud Gimel, la direction de l'Yeshiva est rentrée chez le rabbi pour donner un rapport sur tout ce qui s'est passé sur le mois dernier. Et entre autres, ils arrivent à ce bachot, et quelqu'un de l'Anala lui raconte au rabbi ce qui s'est passé. Il raconte au rabbi que voilà, c'est ce bachot qui était tombé, et que le rabbi lui a tendu la main, qu'il a pris la main du rabbi pour se lever, il se sentait tellement mal, il a tellement honte de lui d'avoir profité du rabbi, d'avoir touché le rabbi. Il est Wismanch, il est hors de lui. Et le rabbi a souri, il a répondu non. Vaistos, on a l'impression, ça veut dire que c'est un bachot chassidi, un bachot qui c'est quelqu'un de bien. Pourquoi? Parce que c'était aussi le rôle du rabbi de nous éduquer aussi, de nous dire voilà, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui n'est pas important. Il a dit voilà, il a eu la bonne réaction. Il s'est comporté comme il faut. C'est pas bien, même s'il s'agit du rabbi lui-même. Le rabbi n'avait aucun ego, même si. Donc, il s'agit du rabbi. Le rabbi dit effectivement, c'est la bonne réaction à avoir, d'être gêné d'avoir comme ça pris la main que le rabbi l'ait levée. Ça ne veut pas dire que le rabbi ne voulait pas le lever, au contraire, c'est le rabbi qui va faire ça. Et le rabbi a dit plusieurs fois qu'il est là pour aider les gens. Entre autres, une histoire où il y avait un chassid, le rabbi Yosef Weinberg, qui avait des contacts à travers le monde. C'est quelqu'un qui partait, qui levait des fonds pour les Yeshiva Chabad à travers le monde, et qui a aussi aidé beaucoup de communautés à travers le monde. Communautés juives, parce qu'il voyageait dans le monde entier, et il était un peu partout. Entre autres, une histoire qui n'a pas à voir avec l'histoire directement que je veux raconter, mais je vais raconter une histoire parce que c'est important. C'est lié, peut-être que certaines personnes ici l'ont vu dans le Living Torah, dans la vidéo de Jem, dans la semaine passée. Ce Rav Weinberg, on partait à Madagascar, si je ne me trompe pas, et le rabbi lui a demandé, il est rentré en Yechidut chez le rabbi avant de partir, le rabbi lui a demandé, est-ce que vous allez vous arrêter quelque part? Il a dit non, c'est un vol direct. Depuis l'Europe, ou même un vol direct là où il devait arriver. Et 2-3 fois, le rabbi lui a répondu, est-ce que vous allez vous arrêter quelque part? Non. En sortant de la Yechidut, il
Il a compris, il a dit à sa femme en prenant l'avion, il a dit, regarde, s'il va se passer un moment que je vais m'arrêter quelque part et je ne pourrai pas te donner des nouvelles, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Il a compris qu'il allait s'arrêter quelque part, c'était sûr. Et donc, il a pris l'avion. Et effectivement, en route, là où il devait aller, ils s'arrêtent à Dakar. Et il y a une panne de moteur, un truc comme ça, il fallait qu'il répare. Et ça va prendre 2 jours, 48 heures, afin de pouvoir réparer l'avion et de pouvoir reprendre l'avion. Il s'est rappelé bien sûr tout de suite, il savait déjà à l'avance. Il a dit, ouais, le rabbi lui a demandé, est-ce que tu ne vas pas t'arrêter quelque part pour un jour ou deux? Tu vas amener de la matzot là-bas pour les gens. Donc, il avait de la matzah avec lui, qu'il avait pris la matzah shmoa, et il avait 2 jours devant lui, 48 heures, et il a commencé à chercher des juifs. Il a trouvé effectivement une personne qui l'a produit à quelques autres personnes, il leur a laissé de la matzah, et ils ont vu de quoi faire un seder avec la matzah shmoa, etc. Donc, l'histoire qui se passait avec Laura Weinberg. Donc, Laura Weinberg, donc, une autre histoire qui se passait, lui, à ce moment-là, il était à New York, et il reçoit un coup de fil, si je ne me trompe pas, c'était du Brésil, mais peut-être d'Afrique du Sud. C'est 2 endroits où il voyageait assez fréquemment. Et on lui demande d'aller demander une bracha pour Rabbi, pour quelque chose de très, très urgent. Vraiment, Pikuach Nefesh, quelqu'un qui était en danger. On lui demande donc de faire cette bracha, de demander une bracha au Rabbi. Donc, il court au 770 tout de suite. C'était une nuit de Yechidot, donc le Rabbi restait très tard. Et il arrive, malheureusement, le temps qu'il arrive et qu'il écrive la note de qui s'agissait, etc., qu'il écrive le pan, et qu'il arrive au 770 pour écrire, pour le donner au Rabbi, il voit la porte du bureau du Rabbi, l'entrée du bureau du Rabbi, qui se ferme devant lui. Le secrétaire, après la nuit du Chidout, est rentré chez le Rabbi, et la porte se ferme, et ça y est, il n'y a plus accès. Il ne sait plus quoi faire, c'est le milieu de la nuit. Il ne sait pas quoi faire. Alors, il a décidé de prendre le papier et de le mettre à l'intérieur de la porte. C'est entre la porte et le mur. Il a glissé le papier, il a dit comme ça, le secrétaire va le voir, et il va le prendre, il va le donner au Rabbi. C'était son idée. Il s'avère que, la fois d'après, quand le secrétaire est rentré, a ouvert la porte la fois d'après, il n'a pas vu le papier est donc tombé par terre. Parce que c'était coincé entre la porte et le bâton de porte, entre la porte et le mur. Il n'a pas vu le papier est tombé par terre. Et le secrétaire ne l'a pas vu. Un peu plus tard, le Rabbi sort de son bureau, et il voit le papier par terre, il se baisse, il le ramasse, et il voit de quoi il s'agit dans une bracha. Le Rav Weinberg, quelques heures plus tard, le matin, devant le secrétaire appelle le Rav Weinberg le matin, il lui dit, voilà, il y a une réponse du Rabbi, mais sache que je n'ai pas trouvé le papier. Il va expliquer ce qui se passait. Moi, je n'ai pas vu qu'il y avait un papier. Le Rabbi a trouvé le papier par terre, c'est le Rabbi qui l'a ramassé. Le Rabbi s'est penché pour ramasser le papier. Et là, le Rav Weinberg ne se sent pas bien du tout. Il a dit, je n'aurais pas dû faire ça. Comment j'ai pu faire? J'ai demandé à cause de moi. Le Rabbi a dû se pencher et ramasser le papier. Et il n'était pas confortable du tout avec cette histoire. Il a écrit une lettre du Rabbi pour s'excuser. Pour s'excuser devant le Rabbi. Et le Rabbi lui a répondu des choses magnifiques. Le Rabbi a dit des choses suivantes. Bien sûr, comme le Rabbi communiquait souvent, c'était à l'écrit, de manière très brève, sur la note ou la lettre des gens même. C'est toute mon existence, tout le sens de mon existence. De descendre pour pouvoir ramasser ce qui est en bas, ce qui est tombé. En particulier si d'autres personnes n'y ont pas fait attention. Dans ce cas-là, c'est le secrétaire qui n'avait pas vu la lettre qui était tombée. Il dit, moi, je suis quoi pour essayer de ramasser les choses qui sont par terre, les choses qui sont tombées. Donc, quand je reviens à l'histoire du Bachou, quand ce Bachou est tombé et que le Rabbi elle a aidé à se lever, il y avait de son côté, du côté du Rabbi, si on peut dire, il était là pour aider un juif. Il n'y a pas de problème. Mais de l'autre côté, en tant que Mashpia, en tant que Rabbi, son travail, c'est aussi de nous éduquer. Il a dit effectivement, ce parcours a le bon sentiment de regretter de s'être servi de la main du Rabbi, si on peut dire, pour pouvoir se lever. De son côté, lui, il a raison. Il a bien fait les choses. Donc ça, c'est le Rabbi était toujours là pour nous tous. Et je voudrais mentionner une histoire. Et je vais commencer avec cette histoire. Enfin, déjà commencé, mais
prendre un certain point de ce que le rabbi, de la personnalité du rabbi, si on peut parler comme ça. La raison pour laquelle je dis si on peut parler comme ça, c'est parce que un rabbi, c'est une neshama klalit. Le Mozaken en parle un peu dans le Tanya, dans l'introduction du Tanya. Il nous dit la chose suivante. Mais c'est vrai, ça c'est une réalité que vous connaissez, qu'on connaît tous. Il dit chacun a sa personnalité. Chacun a sa personnalité. Il y a des gens qui sont plutôt du côté du chesed, côté de Gvura, comme Bet Shammai, plutôt Gvura, Bet Hillel plutôt chesed. Chacun a sa qualité. Chacun a sa chose. Il y a des gens pour qui c'est plus facile d'étudier, des gens pour qui c'est plus facile de ne pas étudier, de faire Meksaim, de faire des bonnes choses, des bonnes actions. Étudier, pour eux, c'est très pénible, c'est très difficile. De l'autre côté, c'est d'autres personnes, c'est le contraire. Ils aiment étudier, lire, étudier. Et ça, c'est leur rêve. Aller être en contact avec les gens, c'est beaucoup plus difficile. Chacun a sa nature. C'est dur de trouver un ouvrage, on dit le Mozaken, qui va toucher tout le monde. Bien sûr, si c'est basé sur la Torah, c'est vrai pour tout le monde. Tout ce qui est dans la Gemara, c'est vrai pour tout le monde. Il y a des gens qui réagissent de manière différente, surtout la manière dont c'est expliqué. Chacun réagit d'une manière différente comme les choses sont expliquées. Donc, on a chacun sa nature. Un rabbi, c'est une neshama klalit, c'est une âme de tout le peuple juif. Et c'est quelqu'un qui peut comprendre et se mettre dans la peau, si on peut dire, de chaque personne. Il est au-delà de la définition d'une personne avec tel et tel caractère. Il dit, il peut s'adresser, non, encore une fois, moi, en tant que shaliach, il y a des gens qui accrochent avec moi, il y a des gens qui n'accrochent pas avec moi, et c'est vrai pour n'importe quelle personne. Mais le rabbi, en tant que neshama klalit, c'est quelqu'un qui a offert quelque chose à faire à tout le monde, comme Moshe Rabbeinu. Comme Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah pour tout le peuple juif. C'était quelque chose qui peut être tout le monde. Ce n'était pas limité à une personne. Il y a certains gens, les gens accrochent avec Moshe, il y a des gens qui pour eux, c'est plus difficile. Moshe Rabbeinu était là, il nous a donné la Torah au peuple juif en entier. Son message, un message pour le peuple juif en entier. C'est une neshama klalit, une neshama qui est une neshama générale qui contient en elle toutes les neshamot de la génération. Donc, le rabbi était capable de communiquer, d'être en contact avec n'importe quelle personne. Et on voit les difficultés, je ne me sers pas du bon mot, pas les difficultés. On voit ça, entre autres, dans les dollars. Comment le rabbi peut passer d'une chose à l'autre en des secondes, une fraction de seconde d'une personne à l'autre. Il y a une histoire connue avec le rabbi Marash, le quatrième rabbi de Chabad, le rabbi Shmuel, qui, quand il avait Yechidout, quand il recevait des gens, et que les gens venaient chez lui pour lui parler, etc., il transpirait énormément. Et il fallait qu'il change de chemise toutes les 2-3 heures. Une fois, son gabbai, son secrétaire, son masquille, lui a demandé, Rabbi, qu'est-ce qui fait que vous transpirez comme ça tellement? Il faut changer de chemise toutes les 2-3 heures. Comment? Pourquoi? Alors, le Rabbi Marash leur a répondu, il a dit, tu sais, quand il y a quelqu'un qui vient me voir, alors il a un certain problème. Mais d'abord, il faut que je me mette dans sa peau, si on peut dire, dans ses chaussures, pour l'écouter, pour voir le problème comme lui le voit. Donc, je sors de mes vêtements à moi, que ce soit les vêtements physiques ou les vêtements émotionnels, pensées, paroles et actions, et je me mets dans ses vêtements à lui. Et maintenant, j'ai la perspective de son problème comme lui le voit. Maintenant, si je reste dans sa peau à lui, si on peut dire, dans ses vêtements à lui, je ne peux pas l'aider parce que je suis coincé comme lui. Donc, j'ai besoin de sortir de ses vêtements à lui, de me remettre dans mes vêtements à moi pour pouvoir maintenant lui donner une perspective de l'extérieur. Donc, voilà ce que j'ai fait. Donc, pour l'instant, je suis sorti de moi-même, je me suis habillé en lui, je me suis sorti de lui, je me suis habillé en moi-même. Maintenant, il faut que je trouve le moyen de communiquer l'image, la vision que j'ai de la solution. Il faut que je le communique dans des mots à lui que lui peut comprendre. Donc, il faut encore une fois que je prenne ma solution en tête, que je me déshabille, si on peut dire, de mes vêtements à moi, que je mette dans ses vêtements à lui pour pouvoir lui expliquer dans ses mots à lui, dans sa réalité à lui, comment résoudre le problème. Et je fais ça toute la nuit. Je m'habille, je sors de moi, je m'habille en lui, je sors de lui, je m'habille en moi, je sors de moi, je m'habille en lui, comme ça toute la nuit. Imaginez, c'est beaucoup d'efforts. Donc, c'est pour ça que je transpire. Imaginez le dollar du rabbi. Combien de gens passaient? C'est au moins, c'est plus qu'une personne à la minute, c'est une personne toutes les 5-10 secondes. Alors, il y a des gens de temps en temps qui parlent un peu plus, mais c'est
je ne sais pas, qu'est-ce qu'on chiffre, 100, 200 personnes à l'heure. Et on voit, quand chaque personne, le rabbi avait dit que les dollars, c'est aussi une yichidut. Donc, ce n'est pas que juste, c'est des mots, le rabbi donne $1, c'est facile. Le rabbi se connecte avec chaque chassid qui passait pour les dollars, sans aucune exception. Alors, il y a des fois, la conversation est un peu longue, mais au niveau de la connexion, c'était une connexion qui était là. Yichidut, ça veut dire un, face à face. On est un, on devient un. La yichida du rabbi se connecte avec la yichida du chassid. Et ça se passait une personne après l'autre, une personne après l'autre, une personne après l'autre, une personne après l'autre. La même chose de yichidut klalit. Imaginez se connecter de manière intime avec 500 personnes à la fois. Le pouvoir qu'il faut avoir pour pouvoir faire une chose pareille. Et le rabbi l'avait. Donc le rabbi se mettait, en tant qu'un échange, il pouvait se connecter à n'importe quel juif, où il soit, quel qu'il soit, que ce soit le hippie, que ce soit le rosh yeshiva, que ce soit le rabbi de tel et tel chassidut, que ce soit un chassid, que ce soit quelqu'un qui n'est pas religieux, que ce soit un non-juif. Le rabbi se connectait avec chaque personne avec qui il parlait. Combien de gens racontent la même histoire? Vous avez dû voir des interviews de gens qui ont connecté du rabbi avec le rabbi, soit des interviews à l'écrit, soit à l'oral. Ils ont plus ou moins tous la même chose à dire, à part la grandeur du rabbi et l'intelligence, etc. On a l'impression qu'il n'y avait que nous qui existions. Il n'y avait rien d'autre monde dans la vie du rabbi que nous. Combien de gens disent ça? Parce que le rabbi s'est donné à 100% avec la personne qu'il avait en face de lui. Donc, le rabbi connectait à chaque personne. Mais, de l'autre côté, si on a besoin, si on veut essayer de comprendre le caractère ou la personnalité du rabbi, il y a une chose qui est évidente. Et entre autres, on le voit très clairement dans les lettres du rabbi précédent au rabbi. Il y a un volume des Grottes Kodesh qui sont uniquement des lettres du rabbi précédent au rabbi Erel. Un volume de lettres. Et on voit dans le caractère du rabbi, surtout les premières années, Tafshin Yud Aleph, 1950, 1951, bien dans la vie du rabbi. Le rabbi est quelqu'un qui n'avait jamais cherché l'œil du public. De son côté, s'il n'y avait pas urgence et besoin, il aurait été content de s'asseoir quelque part, chez lui, à la maison, dans son bureau, étudier toute la journée. Des choses que le rabbi avait publiées avant d'être rabbi, à l'époque du rabbi précédent. Le rabbi ne signait pas son nom, il mettait un autre nom, un nom fictif, un nom d'auteur. Ou bien le fait qu'il est parti, qu'il ne voulait pas faire partie de tout le brouhaha autour du rabbi précédent. Le rabbi et le rabbinite auraient pu rester à côté du rabbi précédent, ils auraient reçu tout le caveau du monde. Ils sont partis après le mariage, ils sont partis en Allemagne, personne ne les connaissait vraiment. Ensuite en France, il n'y a pas beaucoup de monde en France à ce moment-là qui connaissait le rabbi. Et le rabbi était là-bas, loin de tout le monde. Hatzna lechet, mais au maximum, se cachait vraiment de tout le monde. Il faisait tous les efforts au monde possible pour que personne ne sache qui il était. Et même si les gens connaissaient son nom, et qu'il était le gendre du rabbi précédent, ou bien qu'il était le fils de Rav Levitzrak de Schneerson, de Dniepetrovsk, ne montrait à personne la grandeur qu'il avait. Je parlais tout à l'heure des lettres du rabbi précédent au rabbi. Il y a une lettre du rabbi précédent au rabbi. Le rabbi lui dit, mais combien, Admata, combien tu vas te cacher encore? Ça suffit. Et la frustration du rabbi précédent sort de la lettre. Mais combien, combien on peut se cacher comme ça et ne pas vouloir se révéler, se montrer, pas se montrer dans le sens regarde-moi. Laissez sortir ce qu'on est. Combien de fois pendant l'année avant de recevoir la Yechid, avant de recevoir la Nessiout, avant d'accepter notre rabbi, même avant d'ailleurs, quand le rabbi précédent est parti en Amérique, le rabbi ne voulait pas partir en Amérique. Il ne voulait pas. J'ai un grand-oncle, pardon, mon arrière-grand-père, un grand-oncle, mon arrière-grand-père, et son fils qui est mon grand-oncle aussi, mon arrière-grand-père avait un lien avec le rabbi avant la guerre. Il n'y a pas beaucoup de familles religieuses à Paris. Et ce côté de la famille, du côté de mon père, était déjà à Paris. Ils sont venus entre les deux guerres. Mon arrière-grand-père, Rabbi Yaakov Lax, a proposé au rabbi de
lui donner de l'argent pour pouvoir acheter des billets pour partir en Amérique. On est en 1940, le rabbi est parti en 1941, le rabbi précédent est déjà parti en Amérique. C'est la guerre, la France est occupée. Il a dit, rabbi, partez. Je ne veux pas partir en Amérique. Je sais ce qui va se passer. Mon grand-père m'a demandé pourquoi. Pourquoi ne pas partir? Il a dit, je sais ce qui va se passer quand je vais arriver en Amérique. On va vouloir que je prenne des responsabilités, que je prenne un certain rôle public, et je ne veux pas. Je ne veux pas. Il a dit, je sais ce qui m'attend là-bas. Le rabbi était prêt à rester en Europe ou partir ailleurs pour ne pas être dans le public, devant le regard public des gens. Il voulait se cacher à tel point. Dans les années tachiniotes, on a mis la pression sur le rabbi pour accepter la nessiot, pour accepter de devenir le rabbi. Le rabbi a dit, je ne veux pas, je ne suis pas prêt, ce n'est pas pour moi. Et le rabbi a dit, si vous continuez à mettre la pression, je vais m'enfuir, je vais partir quelque part où personne ne me retrouvera. Une fois, il a mentionné Cuba. À l'époque, Cuba, c'était un pays libre. Mais je ne veux pas. Le rabbi a dit, si je ne me trompe pas, au Rav Pevzner, que pour lui, d'être devant le public, de parler au public, c'est pas sa nature. C'est pas sa nature. Et il dit, c'est même pas Teva Sheni, c'est même pas une devenue deuxième nature. Ce que Rabbi avait dit, si je me rappelle bien, c'est au Rav Hillel Pevzner à la Vachalom. Il dit, c'est même pas devenu une deuxième nature. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le Rabbi était devant l'œil du public, à chaque fois que le Rabbi était en public, chaque Fabringen, chaque Sikha, chaque dollar, etc., pour le Rabbi, c'était, je dirais, Messirut Nefesh. C'était contre sa nature. Aller faire le contraire de sa nature. Mais qu'est-ce que le Rabbi nous a demandé? Exactement la même chose. Pas plus que ce qu'il faisait, pas plus que ce qu'il demandait. Chacun à son niveau. Pour le Rabbi, le Rabbi a demandé à ce que chacun de nous fasse ce qu'il a besoin de faire, en soit des shluchim. Ça veut dire quoi d'être un shaliach? Un shaliach, c'est on arrête de penser à moi. Est-ce que je suis qualifié? Est-ce que je ne suis pas qualifié? Est-ce que je sais faire ci? Est-ce que je sais faire ça? Quels sont mes talents? Quels ne sont pas mes talents? Fais ce qu'on attend de toi. Arrête de penser à ce que tu as besoin. Arrête de penser à ce que tu veux. Pense à quoi tu peux servir. Et c'est un degré tellement profond de ce qu'on appelle le bitul ha-chassidut, un effacement personnel, où je ne pense plus à moi. Et je ne pense pas, quand je dis je pense à moi, je ne vais pas dire de manière égoïste. Je pense à moi, je veux dire dans le sens où je me pose des questions. Est-ce que je suis quelqu'un qui a réussi dans ma shlichut? Est-ce que je n'ai pas réussi? Où est-ce que je pourrais mieux réussir? Et est-ce que je suis un bon orateur ou est-ce que je ne suis pas un bon orateur? Est-ce que je suis un bon chaliar? Est-ce que je ne suis pas un bon chaliar? Est-ce que je suis bien je n'écris pas de livre, mais est-ce que je suis quelqu'un qui sait écrire? Et chacun dans son domaine. On me dit, OK, c'est super, c'est sympa de penser à toi. Mais aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut éduquer. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de recevoir la matzah. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de faire ci, de mettre les tefilines. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont besoin de staka. Fais le nécessaire. Si un jour tu auras le temps, on va réfléchir à ça. C'est l'interprétation que le Rabbi avait donnée sur le mot de Rabbi Yochanan ben Zakkai. Rabbi Yochanan ben Zakkai, avant de mourir, a dit je ne sais pas dans quel chemin on va m'amener. Est-ce que ce sera au Gan Eden ou bien l'autre direction? Le Rabbi pose une question phénoménale et fascinante. Il a dit mais pourquoi est-ce que maintenant Rabbi Yochanan ben Zakkai se pose la question? C'est peut-être un peu tard non, pour réfléchir. Est-ce qu'ici, il a peur d'aller pas au Gan Eden, à l'opposé du Gan Eden? Peut-être qu'il aurait dû réfléchir un peu plus tôt. Alors bien sûr, il allait partir au Gan Eden, il n'y a pas de question sur ça. Est-ce que le Rabbi a répondu encore plus important que la question? Rabbi Yochanan ben Zakkai n'avait pas le temps de penser à lui-même. Il n'avait pas le temps de s'inquiéter, est-ce que je vais aller au Gan Eden, est-ce que je ne vais pas aller au Gan Eden? Pour quel intérêt? À qui ça va servir? À quoi ça va servir de savoir si tu vas au Gan Eden ou si tu ne vas pas au Gan Eden? Il y a un juif qui a besoin de mettre les tefilines, il y a un juif qui a besoin de Torah, on a besoin de sauver le Sanhedrin, Yavne v'Chachamer. On a besoin d'aider les gens, on a besoin de faire les miftzam, etc. Un jour, 5 minutes avant la fin de ta vie, alors tu réfléchiras à ce que j'ai fait, ce qu'il fallait faire ou pas ce qu'il fallait faire, est-ce que j'aurais pu faire mieux, etc. Entre-temps, on fait son maximum pour être là pour les autres. Qu'on arrête de penser à soi et qu'on fait ce qui est nécessaire. C'est pour ça que le rabbi a accepté d'être rabbi, en tout cas d'après ce qu'on connaît. Bien sûr, personne ne sait ce qui est dans les pensées du rabbi. Mais on connaît l'histoire avec la rabbinite. Quand le rabbi refusait de devenir le rabbi, la rabbinite lui a dit, regarde, tout ce que mon père a travaillé,
tout ça va partir à la poubelle parce que tu ne vas pas récupérer le flambeau. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à la hauteur, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail. Alors toi, dans ton humilité, c'est super, mais à quoi, qui ça va servir? Pourtant, Avodat Hashem, oui, ce serait peut-être mieux de pouvoir étudier la Torah toute la journée. Mais le peuple juif a besoin, les chassidim ont besoin. Et le rabbi s'est sacrifié pour les autres. Et le rabbi s'est sacrifié pour les autres parce que c'est ce qui est important, c'est ce qu'il allait faire. Et il nous a demandé la même chose à chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous, chacun ici présent ce soir, chacun à travers le monde, il y a quelque chose à faire. Comment est-ce qu'on doit réfléchir? On est entre Yud Aleph Nissan, Yud Gimel Nissan, qui est la préparation, qui est la Iloula, pardon, du Tzemar Tzedek, Yud Gimel Nissan, le 13 Nissan. Après, c'est Erev Pessah, c'est la nuit de Bdikat Chametz. Chercher son Chametz. Le vendredi, ça va être brûler le Chametz, brûler son Chametz. Quel est le message? Le message, c'est penser un peu moins à soi, plus aux autres. Et ce fameux Pidgam, que Rabbi avait dit au nom du Rabbi précédent, que quand deux juifs se rencontrent, il faut voir qu'il y ait quelque chose de bien qui sorte pour une troisième personne. Et ça a toujours été l'approche du Rabbi à travers tout le temps. Et il ne faut pas, ce n'est pas une question de ma responsabilité personnelle, au sens où est-ce que j'ai fait mon devoir à moi? Arrête de penser à toi. Pense à quoi toi tu peux servir. Il y a des lettres du Rabbi. Et on regarde les grottes Kodesh. C'est un thème qui revient tellement souvent. Et même si on ne se rappelle pas exactement de tous les détails de ce que le Rabbi écrit dans les lettres, et je vous recommande au maximum de lire les lettres du Rabbi, c'est quelque chose de fascinant, mais il y a un point qui revient tellement souvent, qui est, des gens sont essayés de faire Miftsaïm, des gens sont partis, il y a eu des difficultés. Et des gens qui sont un groupe de Chabad qui sont partis dans une base militaire en Israël, on ne les a pas laissés entrer. Ils sont partis dans un certain kibbutz, on ne les a pas laissés entrer. Ils voulaient distribuer la matzah, on ne les a pas laissés, etc. Et ils écrivent au Rabbi, le Rabbi dit, excellent. Vous avez une excuse. Et l'excuse, quand Malach Michel, après 120 ans, quand vous arriverez au Bedin Shel Mala, Malach Michel va vouloir vous défendre, il aura une excuse. Voilà, il a voulu faire entrer et faire distribuer la matzah dans un kibbutz, il a voulu distribuer la matzah dans une base militaire, on ne les a pas laissés. Très bien, pas une excuse. On ne peut pas te mettre un blâme sur ça. Mais nous dit le Rabbi, on n'a pas accompli ce qu'il fallait faire. Ce qu'il fallait accomplir n'a pas été accompli. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas nous mettre le blâme. L'idée même, ce qu'on devait essayer d'accomplir, on n'a pas accompli. Et pour le Rabbi, c'était la chose la plus importante. C'est pas, il s'agit de moi, ma responsabilité personnelle. Après 120 ans, qu'est-ce que je vais dire au Bedin Shemara? J'ai une excuse. Mais il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas de toi. Ou bien, comme le Rabbi, des fois, ramené d'autres mots, quand quelqu'un est un os, quand quelqu'un est un cas de force majeure, la Torah nous excuse. Alors que Mandavil, on ne dit pas que ça a été fait, l'idée n'a pas été accomplie. On n'a pas accompli ce qu'il fallait accomplir. On a du travail à faire, on a le monde à changer. Quand on a le monde à changer, on ne peut pas juste penser à soi. Est-ce que moi, j'ai fait ma responsabilité? Est-ce que j'ai coché toutes les cases que j'avais besoin de cocher avant Pessah? Ça, c'est bien pour moi. Mais il faut que je ne regarde pas moi. Moi, en tant que shaliach, et je parle pour chacun d'entre nous ici, ce soir, tout le monde, moi, en tant que shaliach, parce qu'on est tous des shluchim, on est tous des messagers d'Hachem. Notre Hashama, elle a été envoyée, elle est envoyée par Hachem ici sur terre pour accomplir quelque chose. Il ne s'agit pas d'une vision, je pense, à moi. Il s'agit quelle est ma mission. Et ce qu'on apprend entre du Tanya, c'est une idée fascinante et tellement forte et tellement importante. On ne peut pas nécessairement changer la personne qu'on est. On ne peut pas changer la personne qu'on est, c'est très difficile. C'est compliqué, on ne peut pas le faire de manière frontale, on ne peut pas directement changer la manière de personne qu'on est, on peut passer par derrière, c'est le Mamar Veshlach Yoshua, sur les marchés du bon etc. Il y a d'autres choses. On ne peut pas changer notre caractère, c'est très difficile de le changer. Mais on peut changer comment on se comporte. On ne peut pas nécessairement faire en sorte qu'on se réveille le matin et qu'on ait de bonne humeur, on dit on a envie de changer le monde. On ne peut pas. Peut-être qu'effectivement, le matin, on voudrait bien rester au lit encore une heure ou deux, et peut-être rater le minyan, ou bien ne pas aller au travail, ne pas s'occuper des enfants. On aurait bien voulu tout ça. Et on n'a pas de bonne humeur.
mais on peut changer comment on se comporte. On peut sortir du lit. Même si on n'a pas d'humeur, on peut se forcer à sortir du lit. On peut se forcer à aller prier, même si aujourd'hui on n'est pas rempli d'Avat Hashem. C'est pas grave. Chaz Shalom, pour comparer ça, si quelqu'un a besoin d'avoir d'avoir un chirurgien pour une opération, il ne voudrait pas que le chirurgien lui réponde. Vous savez, en ce moment, je ne le sens pas. Le jour où je le sentirai faire une opération, je vous appellerai, on fera l'opération. Mais vous allez vous sauver d'un chirurgien pareil. Fais ton travail. Ce n'est pas de l'inspiration si tu le sens, si tu ne le sens pas. Tu as un travail à faire, tu as une responsabilité à faire. C'est la même chose pour nous, notre travail d'Hachem, notre service d'Hachem, dans la shlichut. On n'est pas juste quand on est d'humeur. Il y a des choses à faire, on les fait. Et la shlichut, ce n'est pas quelque chose qui est uniquement pour des gens exceptionnels. La shlichut, c'est chacun dans sa vie. La shlichut d'une maman, c'est entre autres de s'occuper de sa famille. Et on ne fait pas les sandwichs pour les enfants, on ne fait pas le petit déjeuner pour les enfants, uniquement les jours où on a envie. Ou bien on change la couche les jours où on a envie, les jours où on est d'humeur. Les jours où on n'est pas d'humeur, et bien reste avec une couche comme ça toute la journée. Non. Quand on a une responsabilité, on le fait quoi qu'il arrive. Alors des fois on est d'humeur, des fois on n'est pas d'humeur, des fois on est rempli d'amour. Et quoi que les enfants fassent, on ne peut que sourire et les aimer, et des fois c'est le contraire. Ça fait 1 mois qu'on n'a pas dormi, 2 mois, 6 mois, 10 mois qu'on n'a pas dormi, on est à bout de nerfs, et on ne va pas regarder avec les yeux remplis de larmes, d'amour quand ils font des bêtises. On a une responsabilité de s'occuper. Donc chacun, que ce soit dans la cellule familiale, la cellule de travail, les gens qu'on rencontre à l'épicerie, au bureau de poste, quand les gens nous voient, première chose, si on a le look, si on peut dire, religieux, ils voient un religieux, ils voient un Chabad. Ils ne voient pas, ah oui, monsieur, madame, on qu'on nous connaisse, mais ça c'est autre chose. Donc Chabad, si quelqu'un dit, ah oui, je vois, vous êtes Lubavitch, oui, quelqu'un vient voir, vous êtes Lubavitch, oui, ok. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas Lubavitch? On appartient au Rabbi Lubavitch. Non, moi je ne suis pas Lubavitch, moi je m'appelle Israël Frankfurter. Je suis une personne par moi-même. Pourquoi me définir par mon appartenance? Non. Aux yeux du monde, ce n'est pas Israël Frankfurter. Aux yeux du monde, c'est vous êtes Lubavitch, vous n'êtes pas Lubavitch, vous êtes ci, vous êtes ça. En tant que Lubavitch, j'ai une responsabilité par rapport au monde. Les gens voient en moi l'émissaire du Rabbi Lubavitch. Et que je sois rabbin, que je ne sois pas rabbin, que ça, les gens ne savent pas si j'ai un diplôme accroché dans mon bureau, je n'ai pas un diplôme accroché dans mon bureau. Est-ce que je travaille pour une organisation qui s'appelle Chabad ou je travaille pour une organisation qui s'appelle quelque chose d'autre? Ou bien je travaille, je ne sais pas où, à la banque, à la BNP. Je suis, et c'est ce que en fait, c'est ma vraie essence, un messager d'Hachem, un messager du Rabbi. Hier, j'étais à Well, j'ai pris après l'orage, j'ai pris un Uber. Et bon, c'est un musulman, il m'a vu, il m'a dit, excusez-moi, vous êtes rabbin, j'ai des questions à vous poser. Il m'a pas demandé quel était mon nom. Enfin, oui, il m'a demandé quel était mon nom quand je suis rentré dans l'Uber pour m'assurer que c'était bien moi, j'imagine. Mais la conversation, ce n'était pas en tant qu'individu, que pensez-vous d'eux? Non, c'est en tant que juif, en tant que rabbin, que pensez-vous d'eux? Parce que c'est notre vraie identité, d'une certaine manière. Alors, bien sûr, on a chacun son degré de personnalité, chacun son caractère, et il faut prendre ça en considération aussi, je me passe ça de côté. Mais il faut être plus que ça. Il ne faut pas non plus qu'on soit limité, retenu en arrière par mon caractère. Mon caractère, c'est quelque chose de bien que je dois inclure dans quelque chose de positif, et ça ne doit pas être quelque chose qui va me retenir en disant « Ah non, ça, je ne peux pas faire ». C'est bien et c'est important de faire des choses qu'on aime. C'est bien et c'est important de faire des choses qu'on aime. Si on a un geschmack, un plaisir à étudier la Torah, il faut étudier la Torah. Si on a un plaisir à parler aux gens, faire des meftaïm, il faut faire ça. Quelqu'un qui a un plaisir à donner des cours, qui donne des cours. Quelqu'un qui a un plaisir à cuisiner pour aider aux gens qui ont besoin de nourriture, faisons des choses qui nous font, qu'on se sent bien. Des choses qui sont agréables, des choses qui sont en accord avec notre neshama. Des choses qui nous parlent. C'est important de le faire. Mais il ne faut pas qu'on soit limité par ça. Et le moment où on arrive à quelque chose d'autre, tout d'un coup, on dit « Ah non, ça, c'est pas pour nous ». Si Hachem nous envoie une opportunité, quand Hachem nous envoie une opportunité, il faut en profiter. Quelqu'un, une fois, est rentré chez le rabbi à Yichidut, si je ne me trompe pas, en tout cas, posé la question, je crois que c'est un Yichidut. Et il a dit, là, j'avais un débat avec des amis, à savoir, quelle est la meilleure mitzvah? Est-ce qu'il y a des mitzvot
où il faut justement se pousser, parce que ça va contre mon caractère, une mitzvah ou un yanda Hashem, etc. Ça va contre mon caractère, donc il faut que je me pousse, que je me brise, si on peut dire, à faire cette mitzvah-là. Ou bien au contraire, je fais des choses qui sont en accord avec mon caractère. Le Rabbi, quelle est la meilleure approche? Le Rabbi lui a répondu, celle qui vient en premier. Celle qui vient en premier, c'est la première opportunité qu'on a. Quand il y a qu'une mitzvah qui vient devant moi, je la fais. Ça peut être une mitzvah qui me soit agréable, ça peut être une mitzvah qui me soit difficile. C'est une mitzvah, une opportunité que j'ai devant moi, je le fais. Je rencontre un juif dans la rue, moi, personnellement, aller à l'encontre des gens, c'est quelque chose qui m'est difficile. Si on a cette personne-là devant nous, à côté de nous, c'est une opportunité. Il faut aller voir cette personne-là, il faut lui en parler. De l'autre côté, est-ce que c'est la voda d'un frère de me faire souffrance et spécialement de faire uniquement des choses qui vont contre mon caractère, spécialement des choses qui me font violence? Non, pas nécessairement. Il faut que je fasse des choses qui sont là où ça m'agréable, parce que ça veut dire que c'est mon caractère, c'est pour ça que mon neshama est descendu ici sur Terre, pour faire des choses que j'aime faire. Si j'aime faire ce genre de choses, c'est parce que quelque chose qui est en accord avec moi et avec ma mission. Il ne faut pas que je sois limité, il ne faut pas que je sois retenu en arrière par des choses qui sont uniquement dans ma mission. Par exemple, je vais vous donner un exemple bête, peut-être que je ne suis pas le seul, il y a d'autres personnes qui pourront compatir avec moi ce soir. Je suis très ponctuel. Et je n'ai pas beaucoup de patience à ce niveau-là, niveau temps. Généralement, je vais mettre à l'heure et je n'aime pas trop attendre. Surtout quand je ne sais pas ce qui va se passer. Ça me pose souvent des problèmes par rapport à des farbagan. Parce que des farbagan, des fois, ça ne commence pas à l'heure, comme vous le savez peut-être. Et puis des fois, ça prend 1 heure ou 2 jusqu'à que ça avance vraiment rentrer dans le bain. Et moi, après 1 heure, avoir à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe, personnellement, je suis prêt à partir. Alors, sachant pertinemment que peut-être qu'effectivement, ça prend 1 heure ou 2 que les choses se mettent en place, qu'il y a un peu, les gens s'ouvrent, etc. Et moi, j'étais à l'heure. On dit que le Fabien va être à 8 heures, je suis à 8 heures. On dit qu'il est à 9 heures, je suis à 9 heures, peut-être 9h05, parce que je me pousse à arriver un peu en retard, parce que je sais que je vais attendre. Mais bon, c'est ma nature. J'aime bien être à l'heure. Je ne suis pas confortable quand les choses sont pas. Et à cause de ça, je perds beaucoup de Fabien ou d'autres choses, ou ça prend 1 heure ou 2 avant que les choses se mettent en place, et moi, je suis déjà parti. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il faut que je travaille. Mais ce n'est pas dire non plus que je vais aller chercher ce genre de choses. Ma avoda, c'est de faire des choses qui sont des choses que j'aime, que je profite, etc. Mais il ne faut pas être limité par ça. Et là, c'est une chose, je sais que je suis limité par ma ponctualité, des fois, elle me cause des problèmes. Mais on a chacun ce genre de choses, des choses dans la vie qui nous causent des problèmes à droite à gauche. Il faut juste savoir ne pas être limité par nos problèmes, par notre caractère, par nos problèmes, par notre définition de qui je suis. Il faut être capable de faire tout. Et le rabbi nous a montré l'exemple. Quand le rabbi est devenu le rabbi, il a pris quelque chose qui était tellement difficile pour lui. Et il l'a exprimé encore une fois, plusieurs fois. Je ne dis pas des choses que j'ai inventées, ou bien parce que je connais mieux que qui que soit le caractère du rabbi, loin de moi. Mais c'est des choses que le rabbi lui-même a exprimées. C'est quelqu'un qui préférait être dans son bureau à étudier la Torah toute la journée. Et laissez-moi tranquille, je vais étudier. C'est quelqu'un qui aime étudier, c'est un intellectuel. Étudier, réfléchir, être dans le monde des idées. Et le rabbi a fait l'effort ultime de dépasser ça pour être là au service du peuple juif. C'est ce que le rabbi demande à chaque shaliach, et on est tous des shulchem dans ce sens-là. De pouvoir dépasser la personne que nous sommes, dépasser notre caractère et faire des choses qui sont importantes parce que c'est important pour que ne pas penser à soi. Est-ce que moi je fais mon travail? Est-ce que moi je fais ci? Est-ce que je fais ça? C'est pas pour nous, c'est pas notre réflexion. Et je dois dire que le rabbi a changé, a transformé une génération, c'est plus qu'une génération, mais a transformé le monde par cette manière de voir les choses, de transformer. On ne réfléchit pas à ce qu'on a besoin, mais qu'est-ce qu'on a besoin de nous? À quoi est-ce qu'on peut servir? Comment est-ce qu'on peut servir? Ça fait 30 ans que je suis à Miami. Et quand je suis venu à Miami en shlichut, au départ, ce n'était pas du tout pour les Français. Des Français, il n'y en avait presque pas. Pour la petite histoire, quand je suis arrivé il y a 30 ans,
j'ai mis une annonce dans le journal, cours en français, il y a une personne qui m'a répondu. Qui n'était même pas français, quelqu'un qui parlait français, mais qui n'était pas français, quelqu'un qui était en Afrique, de parents syriens, mais il parlait français à la maison. Mais quelques années plus tard, la communauté française a commencé à grandir. Et j'étais la seule personne à l'époque qui parlait français. Et j'ai eu cette réflexion en disant, si je suis là, je parle français, il y a des Français qui arrivent. Il faut bien s'en occuper. Mais cette réflexion-là, je ne l'ai pas eue parce que je suis un génie. Je ne l'ai pas eue parce que je suis plus sensible que d'autres personnes. Je l'ai eue parce que le rabbi nous a mis ça dans la tête pendant des années, des années, des années. Comment est-ce qu'on peut rendre service? À quoi est-ce que je peux servir? Et donc, quand il y a un petit jeune, Israël Frankfurter, qui est à Miami, qui parle français, et qu'il y a des Français qui débarquent, il n'y a personne d'autre qui parle français, ben, sa réflexion, ça va être qu'est-ce que je peux faire? Maintenant, je vois un besoin, qu'est-ce que je peux faire pour ce besoin? Au Hachem, depuis, on a des Bahoué, on a d'autres shlochim qui sont pour les Français. La famille, si on peut dire des Bate Chabad pour les Français a grandi, mais c'est ce que le rabbi nous a mis dans la tête, de réfléchir comment est-ce qu'on peut aider, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire avancer l'idée de dire Tartani, pour faire avancer la révélation de Mashiach, pour faire avancer, être là pour le peuple juif. Tous les mosdot qui ont été créés. Il y a certains qui ont, le rabbi a demandé particulièrement de créer des mosdot. Il y a des mosdot qui ont été créés par le rabbi. Il y a le Kol el-Akronaz qui a été créé par le rabbi, Tzivot Hashem a été créé par le rabbi, Kol el-Levitra qui a été créé, Tiferet Levitra qui a été créé par le rabbi. Il y a des choses qui sont venues, c'est le rabbi qui les a demandées, qui les a créées, qui les a demandées. Certaines yeshivot, entre autres la yeshiva Chabad à Miami, yeshiva Gdola à Miami, ça, ce sont des yeshivot qui ont été créés par le rabbi, des mosdot qui ont été créés par le rabbi. Mais il y a d'autres mosdot qui sont venus par l'inspiration du rabbi. Par l'inspiration, je veux dire, il y a des gens qui sont réfléchis en disant, voilà, que le rabbi nous a enseigné, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les autres? Et ça a changé ma vie. Et ça a changé la vie du monde entier, parce qu'on ne pense plus à soi, qu'est-ce que moi je peux faire, qu'est-ce que moi je peux gagner, qu'est-ce que je vais gagner, etc. On est là, on est des serviteurs, si on peut dire, de la communauté, des serviteurs d'Hachem. On est là pour servir. Il y a une histoire que j'ai entendue une fois qui m'a bouleversé, qui m'a été racontée par un voisin, quelqu'un qui est un Chabad, qui a un cousin à Montréal, qui travaille dans une banque. Et un jour, il y a quelqu'un qui rentre dans cette banque. Un monsieur, un Indien d'Inde, qui rentre dans la banque et il s'assoit, il a besoin d'un prêt, il s'assoit donc au bureau de ce monsieur, de ce rabbin, et ce monsieur avait sur le bureau une photo du rabbi. Et ce monsieur d'Inde qui voit la photo du rabbi, il dit excusez-moi, vous connaissez ce rabbin? Il dit oui, bien sûr, c'est mon rabbin à moi. Il dit ah bon, c'est votre rabbin à vous? Il dit oui, c'est mon rabbin à moi aussi. Il dit c'est monsieur d'Inde, cet Indien d'Inde. Alors là, ce monsieur à la banque, il dit c'est juif, il dit comment est-ce que c'est votre rabbi? Comment est-ce que c'est votre. Il dit, vous n'êtes pas juif? Il dit non, je ne suis pas juif. Mais j'étais inspiré par le rabbi. Il raconte cette histoire. Et voilà. Moi, en Inde, ma famille et moi, on a une compagnie de camions de poubelle. On ramasse les ordures. C'est notre travail. Puis un jour, pour le travail, etc., on a une conférence à New York. On est parti, quelques personnes de cette compagnie, on est parti à New York pour la conférence. Puis je suis allé à la conférence, et il y a quelqu'un qui me dit, tu sais quoi, il y a à New York un très très grand rabbin, beaucoup de gens du monde entier vont le voir, viens, on va passer. Donc ils sont partis au-delà. Pas des juifs, peut-être que dans ce groupe il y avait des juifs, mais là, c'est donc ce monsieur d'Inde qui raconte l'histoire, et quelques collègues avec lui. Et donc on est parti voir ce grand rabbin le dimanche, il nous est par journée porte ouverte, on est parti prendre une bénédiction. Donc ils arrivent devant le rabbi leur donne le dollar, et il leur a dit de faire en sorte de pouvoir aider la communauté autour d'eux. Participants actifs dans la communauté autour d'eux. Très bien, mais ils sont partis. Donc la conférence est finie, ils rentrent en Inde, et en Inde, réunion de toute la compagnie, on a un problème à gérer, et ce monsieur, cet Indien, voudrait participer, parler, enfin toute la compagnie se réunit pour parler d'un problème qu'ils ont. C'est quoi le problème? Voilà, encore une fois, c'est que, donc ils ont une compagnie de camions d'ordures, ils ramassent toutes les ordures tous les matins à travers la ville, comment ça s'appelle, j'allais dire New Delhi, mais là, ça a changé depuis. Donc en Inde,
Et donc, ils ont un problème. Pourquoi? Parce que parmi les responsabilités qu'ils ont de ramasser les ordures, c'est que malheureusement, il y a des gens qui meurent de faim dans les rues. Mais ces gens-là, ils sont jetés dans les camions d'ordures. Mais, un grand problème, il y a trop de personnes qui meurent la nuit, qu'il faut ramasser, et on n'a pas assez de camions d'ordures pour s'occuper de tous les corps qu'on trouve sur le matin. Qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on gère ce problème d'ordures? Alors, le monsieur-là, qui est en train de raconter cette histoire, il dit, c'est aberrant. C'est aberrant qu'on regarde le problème comme ça. Et c'est rappelé de ce que le rabbi lui a dit, d'essayer d'aider la communauté. D'aider les gens autour de lui dans sa communauté. Alors il s'est mis à réfléchir, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est pas juste qu'on a un problème de camions d'ordures, c'est qu'on n'a pas assez de camions d'ordures. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui meurent de faim. Et il a décidé de créer une soupe populaire pour nourrir, pour qu'il y ait moins de gens qui meurent de faim. Sous l'inspiration du rabbi. Pas que le rabbi a été voir, les uns, je voudrais ouvrir une cuisine, un pet à tamprou, comme on dit, un pet à tafshil en Inde. Non, c'est quelque chose qui était inspiré par le rabbi. Le rabbi a transformé les gens, comme le rabbi Nathan Sachs disait. Le rabbi n'a pas créé des gens qui le suivent. Le rabbi a créé des gens qui dirigent, des dirigeants, des gens qui vont prendre des initiatives, des leaders. Voilà ce que le rabbi a créé, des leaders. C'est pour ça d'ailleurs que même Rigim Tammuz, ça continue. Et que ça grandit de plus en plus. Parce que le rabbi a transformé les gens. Il a pris des gens, comme je dis, les juifs, non-juifs, les chassidim, les pas chassidim, il les a transformés en des gens qui prennent l'initiative. Cette idée de dire à Tartenen de changer le monde, c'est changer le monde, mais de manière à ce que même les gens comme moi, les petits riens du tout, on est transformés et on devient des agents actifs dans la transformation du monde. Prenez les paroles des chevals, c'est quoi? C'est des lycéens de 13, 14 ans. À quoi pense un enfant de 13, 14 ans? À s'amuser, et même si c'est un enfant from, il va étudier la Torah, etc. Mais partir en Meftsaïm, prendre la journée de vendredi, ne serait-ce que ça, et de la dédier aux autres, mais on a envie de une chose pareille. Quel lycéen veut faire une chose pareille? Quel adolescent veut faire ça? Quel adolescent, et on parle de jeunes un peu plus âgés peut-être, 18, 19, 20, 30, 21, qui au lieu de rentrer Pessah à la maison, vont partir pour faire des communautés, des starim pour les communautés dans un endroit perdu. Le rabbi les a transformés. Il a pris des gens complètement moyens, il les a transformés en, il y a souvent l'expression yiddish, Rash Kabahal, Rosh Bnei Agola, des gens qui sont les dirigeants du monde. Mais le rabbi nous a poussés à ça. Le rabbi nous a montré combien c'est important qu'il fallait qu'on prenne l'initiative, et il nous a transformé une génération après génération, à regarder le monde de manière complètement différente. Au début de notre Fabringen, je parlais du Fabringen de Shnat HaShivim, les 70 ans du Rabbi. C'était un Fabringen extraordinaire, qui était le premier Fabringen vraiment, vraiment dédié à 100%, si on peut dire, à Yehuda Lev Nissan. Il y a eu un Fabringen 10 ans plus tôt, je veux dire, l'année des 60 ans du Rabbi. Mais bon, des gens disaient peut-être que c'est parce qu'on arrive à 60 ans, c'est marqué dans la Gemara, que quelqu'un, Rav Yosef, quand il arrivait à l'âge de 60 ans, il a fait un Fabringen particulier, il était là pour des choses particulières. Mais bon, peut-être que c'était lié à l'âge ou autre chose. En tout cas, le premier Fabringen vraiment de Yehuda Lev Nissan dédié au Rabbi, à l'anniversaire du Rabbi, c'était Yehuda Lev Nissan Tafshin Chabet, 1962. Le Rabbi est rentré dans ce Fabringen en portant le premier volume de l'Écoute Sichot, le Chrélek Arif de l'Écoute Sichot. Tellement c'est important aussi d'avoir ces enseignements-là à l'écrit. En tout cas, le Rabbi a fait quelque chose qui a transformé le monde. À son anniversaire, le Rabbi a demandé, à l'occasion du Yehuda Lev Nissan de 60 ans, mais il y a des gens qui disent, OK, maintenant on arrive à 70 ans, c'est l'âge de la retraite. Pensez à la retraite, il faut penser à se reposer, il faut penser, je ne sais pas, à faire d'autres choses. Il avait dit, au contraire, au lieu de passer à la retraite, je demande qu'il y ait 71 nouveaux Mosdot qui s'ouvrent, 71 nouvelles institutions qui s'ouvrent. Dans 71 nouvelles institutions à l'époque, dans les années 60, le début des années 60, c'était avant tous les Bate Chabad partout dans le monde. Maintenant, on a du mal à créer des nouveaux Mosdot, des nouvelles institutions, tellement tout est couvert. J'ai eu une fois une conversation avec un shaliach ici à Miami.
Et je vais te le voir, tu sais, si tu as du français, mets-les en contact avec moi. Je parle français. Il dit, regarde, tu es bien gentil, mais les Français, je les mets en contact avec toi. Les Israéliens, je les mets en contact avec le chaliar pour les Israéliens. Les Russes, je les mets en contact avec le chaliar pour les Russes. Les Sud-Américains, je les mets en contact avec le chaliar du Sud-Américain. Tout ça, ce sont des chaliarot qui existent à Miami. Ensuite, les enfants, il y a Sitin et Sikids. Okay? Donc, c'est fini avec les enfants. Les personnes âgées, on a un programme ici, Chabad, pour les personnes âgées. Pour un chaliar pour les personnes âgées. Okay? Malheureusement, pour les enfants spéciaux, il y a un programme aussi, Friendship Circle, un programme pour ces gens-là. Avec qui je reste. Parce que, bon, Hachem, maintenant, on se creuse la tête à savoir comment trouver des nouveaux aspects, des nouvelles manières de toucher les gens. Il y a Young Jewish Professional pour les jeunes adultes, on peut dire, qui essaient de sortir des universités. Chaque tranche d'âge est couverte, chaque démographique est couverte, chaque langue est couverte. C'est fascinant de voir ça. En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Il y avait peut-être une douzaine de Bate Chabad à travers le monde. À travers le monde. Peut-être une douzaine de Bate Chabad. Et tout donc, faites le calcul d'une douzaine à 70, 71. C'est plus que 3 fois, multiplié par 3, tripler le nombre de Mosdot. Imaginez, c'est de nos jours, aujourd'hui, il fallait tripler le nombre de Mosdot qu'il fallait y avoir. Et comment? Pas où on va trouver les ressources. Dans le sens où comment est-ce qu'on peut trouver 70 nouveaux Mosdot? De nos jours, effectivement, ce serait compliqué de créer. Je prends 5000 shlochim, je ne sais pas combien de Mosdot exactement, disons 3000 peut-être, je ne sais pas. 3 fois plus, ça va être compliqué. Mais on a ouvert pour le Rabbi Maor Hashem pour les 100 ans 1200 Mosdot. 1200 nouveaux Mosdot qui ont été ouverts. C'est de nouveaux shluchim, des nouveaux Mosdot, que ce soit une bibliothèque, un nouveau mikveh, d'autres choses. Ici, chez nous, à Miami, on a amené des nouveaux shluchim. De nouvelles choses. Et ce que le Rabbi a fait, c'est pousser les gens à découvrir le potentiel qu'ils avaient en eux. Parce qu'on ne réfléchit plus en maintenant, ah oui, voilà ce que je suis, voilà ce dont je suis capable. Il y a une expression, ça a peut-être été traduit en français aussi, j'imagine, ou un équivalent. Il y a ici, en Amérique, des gens qui sont, en anglais, outreach professional, les professionnels du Kirouv, disons ça. Pas chez Chabad, dans d'autres groupes. Mais eux, il n'y a pas cette réflexion. Eux sont des employés. Ils ont un travail à faire. Ils sont des professionnels du Kirouv. Ils font leur travail, etc. Le concept de Shlichut ne marche pas comme ça. Shlichut, c'est vraiment donner le pouvoir aux gens de devenir les maîtres, si on peut dire, de leur propre Avodat Hashem, de leur propre Messirut Nefesh, dans le sens où arrête de penser ce que tu peux, ce que tu ne peux pas faire, tu travailles de 9h à 5h ou autre chose. On est là pour servir Hashem, notre Avodat Hashem. Et c'est quelque chose de très important, qui est une transformation que nous a donné, qu'on ait confiance en soi, qu'on ait confiance en Hashem, que si Hashem nous a demandé, c'est qu'on est capable de le faire. Et arrêter de se limiter à ce qu'on pense être notre définition de nous-mêmes. Voilà ce dont je suis capable, voilà ce dont je ne suis pas capable. Et je dois vous dire, par exemple, je ne suis pas capable de plein de choses, sans rentrer dans trop d'états personnels. Je peux vous dire quelque chose de simple et de public. Je ne sais pas chanter. Je ne suis pas capable de chanter. Bon, je ne vais pas remplacer Avram Fried. Mais des fois, on a un Kiddush, on a Tsoudat Shabbat avec des invités, il faut chanter Shalom Aleichem. Je chante Shalom Aleichem. Alors, il y a des fois des gens qui se regardent et qui sourient, ou d'autres. Mais bon, il faut le faire, il faut le faire. Et ce que le Rabbi nous a dit, il ne faut pas être défini par ce qu'on pense être notre caractère. Vraiment, faire ce qu'il faut faire, c'est réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire, réfléchir à qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que Hachem attend de moi. Et le Rabbi nous a montré le chemin. Le Rabbi nous a montré comment le faire, parce que le Rabbi lui-même a fait ça. Le Rabbi lui-même s'est poussé au-delà de ce qui lui était naturel. Alors, bien sûr, c'est un Rabbi, mais quand la Gadol Mechaver Yetzom Mitgaber Alav, plus une personne est grande, plus l'Yetzara est compliquée. Nous, on a des Yetzara qui sont très simples. Fais pas de mitzvot, fais le moins de mitzvot possible. Ça ne veut pas dire que c'est plus facile à décider de prendre les bonnes décisions, mais au moins c'est clair. Le Yetzara, il n'est pas très sophistiqué.
Je ne sais pas ce que c'est que le Yetzara dans le tzaddik. On dit Libil Chalabi Kirbi, il a tué. Ce n'est même pas un tzaddik, ce n'est même pas un rabbi. C'est qu'il a pu Yetzara. Je ne sais pas à quoi ça peut ressembler, les difficultés qu'on pourrait avoir. Mais certainement dans le subtil. Dans les mitzvot, il y a 2 mitzvot. Quelle est la mitzvah qu'il faut faire? Et des fois, le rabbi disait, ce n'est pas un chet, une faute. C'est la shon chisson, quelque chose qui aurait pu être encore mieux, qui n'a pas été encore mieux. Il y a une histoire fameuse de Rabbi Nachum de Tchernobyl, avec la tzedaka. Juste pour donner, c'était aussi un grand rabbi, un tzaddik. Et il nous a expliqué un peu ce qui se passait dans sa tête. Il y a quelqu'un, une fois, qui est venu le voir. Il a besoin d'argent pour un mariage, etc. Et Rabbi Nachum lui dit combien tu as besoin? Il a dit j'ai besoin de 200 roubles. À peu près 20 000 euros. Et le rabbi dit ok, très bien. C'est quoi 200 roubles? C'est une somme extraordinaire. Mais ce matin, il y a quelqu'un qui est venu qui m'a fait une donation, un don de 200 roubles. Quelque chose qui n'arrive jamais d'habitude. C'est 1 rouble, 2 roubles. Des bonnes journées, si on peut dire, avec un grand riche qui vient sur peut-être 5 ou 10 roubles. Et 200 roubles, que quelqu'un vient écrire, il me laisse comme ça un chèque de 200 000 ou 20 000 euros, ça ne m'arrive jamais. Donc je le reçois le matin, je suis étonné pourquoi. L'après-midi, il y a quelqu'un qui vient me voir en me disant voilà, j'ai besoin de 200 roubles. J'ai compris que c'est Mina Shamaim, c'est pour toi. Mais dès qu'il allait donner l'argent, tout d'un coup, il se dit mais 30 secondes. Qui dit que je suis responsable de donner tout cet argent à cette personne? Peut-être que je lui donne une partie, je donne 50% de son budget. Et avec les autres 50%, avec les autres 100 roubles, je peux aider une autre famille, ou peut-être 2 familles. Pourquoi est-ce que je dois lui payer tout le mariage à 100%? Et il ne sait plus quoi faire. Alors, ça prend une fraction de seconde. Mais il dit, quelle est la meilleure chose à faire? Puis il a réfléchi, il a dit, regarde, il s'est dit à lui-même. J'allais lui donner les 200 roubles, c'est sûr que c'est une mitzvah, parce que j'allais faire une mitzvah, il a besoin de son aide, j'allais lui faire. Tout d'un coup, je réfléchis, je me dis, peut-être que je ne fais pas la mitzvah. Tout ça vient. Ça ne vient pas du bon côté. Et il a dit à son secrétaire à qui il a raconté l'histoire, il a dit, prends ce principe, et ça c'est écrit dans Yom Yom, prends ce principe-là dans ta main. C'est-à-dire que quoi? Quand on veut faire une mitzvah, et que tout d'un coup on a une idée qui nous empêche de faire cette mitzvah, sache que ça vient du Nefesh Habahamit. Ça vient du Nefesh Habahamit qui ne veut pas nous laisser faire cette mitzvah. Donc, encore une fois, c'est un choix entre 2 mitzvot. C'est pas je le fais, je donne ou je ne donne pas. C'est est-ce que je donne tout ou est-ce que je divise en 2 mitzvot. Mais clairement, c'était une mitzvah. Donc ça, c'est un peu, pas le rabbi nécessairement, mais un peu le genre de Yetzara, si on peut dire que les tzadikim ont d'autres choses. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, mais bon. En tout cas, le rabbi nous a montré l'exemple, donc il est capable de se dépasser. Et ça, c'est quelque chose que je dois encourager chacun d'entre nous, avant d'ouvrir le micro à celles qui veulent participer ou ceux qui veulent participer, qui est essayons de réfléchir, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On se lève le matin, on dit Modéani, merci Hachem. J'ai la chance de pouvoir me réveiller, j'ai la chance d'être en vie, j'ai la chance de pouvoir aider d'autres personnes. Qu'est-ce que je peux faire? Quelle opportunité que j'ai aujourd'hui, ou à long terme, pouvoir aider quelqu'un? Et même si des fois, c'est des choses qui vont contre notre caractère, essayez de les faire. C'est là où on grandit le plus. Maintenant, grandir, on ne le fait pas pour grandir le plus, on le fait pour aider les autres. Et il y a un bénéfice de côté aussi. Voilà, s'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose, qui voudrait faire un commentaire par rapport à ce que je dis, que ça vous a fait réfléchir, vous pouvez faire un petit signe ou par le chat. Et entre-temps, il y a quelqu'un qui se décide à prendre l'eau, la première personne qui aura le courage de le faire, c'est celle qui va briser la glace. Après, Bezat Hashem, le reste sera plus facile pour les autres. Il faut juste avoir un courageux ou une courageuse pour mettre les choses en place pour commencer. Mais entre-temps, qu'une personne se décide, encore une fois, je vous encourage à réfléchir comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les autres? Même si ce n'est pas facile, même si c'est facile, il n'y a pas de raison de se faire souffrir, il n'y a pas de médecin de se faire souffrir. Ce n'est pas quelque chose de facile, quelque chose qui nous correspond, quelque chose qu'on va faire. Mais réfléchir, en tout cas, changer la manière de voir les choses, changer la manière dont on s'en voit soi-même. Ce n'est pas est-ce que je suis bon, est-ce que je ne suis pas bon, qu'est-ce que ça veut dire sur moi, quelle est la réflexion sur moi. Parce que je peux me dire aussi, quand je donne des shiurim, est-ce qu'il y a plus de gens qui participent, il y a moins de gens qui participent. S'il y a moins de gens qui participent, est-ce que ça veut dire que je perds mon temps, que j'arrête de donner des shiurim parce que les gens n'y gagnent pas? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, s'il y a une demande, on dit oui, parce qu'on peut faire. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait dire quelque chose? Ouais, Oui, on vous écoute. bonsoir.
Ça. Euh, je voulais faire un lien entre les enseignements de la Chassidoute, ce que vous dites, et, euh, et la chose qui est connue Ouais, de l'extérieur ou de l'intérieur, qui est l'inspiration artistique. d'accord. Parce que dans l'inspiration artistique, il y a la notion d'improvisation. J'ai lu le Tanya ce matin qui dit que le Chokhmah, le Bina de l'homme et le Da'at doivent se fusionner avec le Chokhmah, Bina et Da'at d'Hachem quand il met les téphilines. Mhm. Et ça me rappelle mon expérience d'artiste, d'avoir l'inspiration, de sentir que les choses viennent. Et, euh, et aujourd'hui, j'ai vu que il y a des choses qui arrivent vers moi, des opportunités, des événements, des gens. Et si on saisit ce moment pour être soi, complètement soi, ben on arrive à donner des choses. Moi, j'ai distribué une carte des 7 lois de Noé à un groupe de jeunes qui étaient dans un square et qui hurlaient et qui se sont même moqués de moi. Et ben, j'ai transformé ça. J'ai donné ma première carte à un groupe, voilà, en essayant de savoir s'il connaissait un petit peu Noé. Alors, il a dit, ah oui, Moshe, la mère. Je fais, non, Noé, non. Voilà. Et une voisine à qui j'ai prêté mes oiseaux et on en est arrivé à parler des enfants indigos, des Bnei Yosef. Elle a dit, mais c'est moi. Elle est en train de faire le ramadan et elle Ouais. avait soif d'apprendre là. Elle avait besoin d'aide parce qu'elle était mal dans sa position de Bnei Yosef, trop sensible. Et, Mhm. et, et voilà, c'est magnifique. Je pense que Dieu, il envoie les choses euh, pour qu'on puisse faire du bien. Et il Exact. faut être à l'écoute et ouvert Exact. euh, aux rencontres. Bravo. Merci d'avoir partagé ça. En parlant d'artiste, le rabbi disait en fait, le travail d'Atachem, c'est d'être comme des artistes. Un artiste ne voit pas juste la chose de manière superficielle, c'est d'arriver à saisir l'âme des choses. Et c'est notre travail un peu ici sur Terre, d'arriver pas juste de s'arrêter à la surface des choses, mais d'arriver à saisir l'âme de l'événement, de la rencontre, comme vous l'avez fait, des choses qui nous entourent, du monde qui nous entoure, d'essayer de saisir cette âme-là pour avoir un lien avec Hachem. Oui, Et je peux rajouter quelque oui, chose. bien sûr. Euh, je comprends avec l'étude de la Chassidoute ce qui se passait quand j'étais enfant et que j'avais l'inspiration pour dessiner, par exemple. Mhm. Quand je dessinais, j'avais en fait la conscience, j'étais soumise à Hachem, mais dans l'amour. D'accord. Et là, j'étudie en ce moment l'amour et la crainte de Dieu sont les deux ailes. Mhm. Moi, je visualise vraiment au centre du corps comme un tube où il y a une disponibilité, il y a pas d'ego, il n'y a pas de soi, mais il peut y avoir ce sentiment qui flotte d'amour et de crainte et de soumission à Hachem. Et c'est ça, en fait, cette disponibilité à l'inconnu Ouais, et à ce qu'Hachem veut nous envoyer, je trouve. ouais, ok. C'est Super. mon interprétation, hein, peut-être que... Oui, super. Ok, merci du partage. Merci à vous. Quelqu'un d'autre qui voudrait partager quelque chose? Ah oui, moi, je voulais dire que je crois que vous pouvez apprendre à chanter. Dieu peut le faire, Ok. hein. Ok. Je ne sais pas si je suis prêt à m'investir dans ça, mais c'est possible. C'est possible. Pour Vous l'instant, c'est... savez, moi, Oui, vous avez parlé du temps, vous êtes ponctuel. oui, La musique, c'est du temps, hein. oui, oui, oui. Alors, Pour l'instant, c'est peut-être pas une priorité. Ça ne me dérange pas assez, mais effectivement, peut-être. Merci de l'encouragement. Merci. Est-ce que quelqu'un d'autre voudrait partager quelque chose? Non. OK. Une rencontre avec le rabbi, une histoire d'un God Kodesh, quelque chose en l'honneur du rabbi du Dalef Nissan.
Je vais juste lire les noms qu'on a ici. Abigail, Mazal, Sarah, Nocha Kalmenson, Rosa Léa, Omer. C'est quelqu'un qui veut partager quelque chose? Non. OK. Alors, on va s'arrêter là. En tout cas, merci à toutes les tous et à toutes de participer. Un Echaim virtuel. Moi, juste pour le, Oui, excusez-moi, oui. juste pour le Kiddush Hashem, je veux témoigner. D'accord. Le 11 Nissan, ça fait plusieurs années que j'ai un projet. Et dernièrement, j'écris beaucoup plus au rabbi pour lui demander de l'aide et d'ouverture des choses dans le commerce. Et Youdalet, je suis allée à Pantin, il y avait un Farbrengen de femmes. Et à la fin, mon ami avec qui j'ai étudié le Chitat tous les jours pour l'anniversaire du rabbi, j'ai vu ouvrir un Irod Kodesh. Je me suis approchée, je fais alors tu partages? Et je m'assois à côté d'elle. Et les premiers mots du rabbi, c'est j'ai eu la nouvelle que vous allez signer bientôt un contrat et vous demandez l'autorisation de commerce. Et après, il donne le détail de ce qu'il faut mettre dans le contrat. Donc, j'ai dit, bah, si ça, c'est pas de l'encouragement, j'étais bouleversée. Ouais. Le jour de son anniversaire, c'est un Exact. très fort signe. Absolument. Absolument. Baruch Hashem. OK. Sheinu Matov Chalkeinu Baruch Hashem, on a eu ce mérite, le monde a eu le mérite, qu'il y a 120 ans, un peu plus maintenant déjà dans notre dimension. On est au-delà de ça. La Neshama du Rabbi est descendue ici sur terre. Le Rabbi Hashem nous a donné ce beau cadeau qui a touché le monde entier, l'humanité entière, et bien sûr le peuple juif et le Chassidé en particulier. Mais Baruch Hashem, on a eu ce mérite de pouvoir vivre, on vit cette période-là avec les enseignements du Rabbi, et qu'on puisse le voir très très bientôt avec la venue du Mashiach. Et Pesach Kasher et Sameach à tous et à toutes. Voilà. Bonsoir.